Amigo, j'ai envie de mettre ta culture foot à l'épreuve aujourd'hui. À rude épreuve. Bon, c'est la période du Ballon d'Or, on a déjà fait les petits pronos. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on s'attarde, qu'on replonge dans l'histoire de ce prestigieux trophée. Platini, Van Basten, George Best, même en remontant dans le temps, ce sont des noms qui parlent encore à peu près à tout le monde, à n'importe qui a un minimum de culture foot. Mais si on creuse bien, il y a quelques joueurs dont le nom ne vous dira probablement rien. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires, je vais vous parler de l'histoire de 5 joueurs ayant gagné le Ballon d'Or et dont on ne parle que trop peu aujourd'hui. Et à la fin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires combien tu en connaissais, sincèrement, joue le jeu. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par Surfshark, le meilleur VPN du marché pour protéger ton smartphone, ton ordinateur et surtout, ta vie privée sur internet, amigo. Et oui, aujourd'hui on a quasiment toute sa vie sur internet, il faut protéger ses données. Tes photos, tes vidéos, tes mots de passe, ton historique un petit peu trop douteux, bref, tout ce que tu n'as pas envie que l'on découvre sur toi sera en sécurité grâce à Surfshark. Et en plus d'assurer ta sécurité, tu as pas mal d'options très cool avec Surfshark, notamment pour le foot. Avec cette application, tu peux par exemple changer ton adresse IP, ce qui peut être pas mal pour voir des matchs sur des chaînes étrangères ou pour débloquer certains résumés de matchs inaccessibles dans ton pays. Et en plus, tu verras, c'est hyper simple à utiliser. Et comme il n'y a pas que le foot dans la vie, Surfshark te permet également d'accéder à un plus vaste catalogue de films et de séries sur Netflix. Parce que bon, on le sait, le catalogue français n'est clairement pas le plus complet du marché. En cette période de Black Friday, c'est clairement le meilleur moment pour tester ça. Tu as 4 mois offerts et 83% de réduction avec mon code promo DCF4. Donc n'hésite pas à essayer ça, amigo. Je te mets le lien dans la description. Et oui, Luis Suarez a gagné le Ballon d'Or. Bon, pas le cannibale de Liverpool, hein. L'autre, l'original, Luis Suarez Miramontes. Un Espagnol des années 50 qui se tirait la bourre avec Di Stefano pour savoir qui était le meilleur chaque saison. Un Galicien qui a signé à 19 ans au Barça pour rivaliser avec le Grand Real. Et en plein franquisme, ce n'était clairement pas facile. Mais même comme ça, avec Suarez et avec Cabala, l'autre star de cette équipe, le Barça va réussir à remporter 2 titres au nez et à la barbe du Grand Real. Et c'est grâce au titre remporté en 1960 que Luis Suarez remportera son Ballon d'Or. Le premier Ballon d'Or espagnol et le seul jusqu'à présent. À la remise du trophée, France Football le décrit ainsi: l'autorité d'un duc, la précision d'un géomètre et la beauté d'un Apollon. Et franchement, il n'abusait pas. Le mec avait quand même une classe assez folle balle au pied et il était plutôt BG. Faut l'avouer. Bref, c'était un grand joueur du Barça, mais aussi de l'Inter. Et pas n'importe quel Inter, le grand Inter. Celui d'Eleno Herrera, l'inventeur du Catenaccio. Transfert à 250 millions de lire. C'était un record à l'époque. En 1964, il est tout proche de gagner un 2e Ballon d'Or. Tout le monde pensait qu'il était pour lui. Dans la même saison, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Inter contre le Real, l'Euro avec l'Espagne en finissant meilleur joueur du tournoi, mais il ne finira que 2e au classement du Ballon d'Or. Devancé par Denis Law, l'Écossais de Manchester United, de manière encore aujourd'hui assez inexplicable. Alors là, en termes de Ballon d'Or oublié, je crois qu'on fait difficilement mieux. Igor Belanov, Ballon d'Or en 1986. C'est pas si vieux que ça par rapport aux autres noms que je vais citer dans cette vidéo, mais c'est clairement le Ballon d'Or le plus anecdotique de tous. Alors attention, c'était un excellent joueur du Dynamo Kiev et de l'équipe nationale du RSS, mais ce n'était pas le plus doué, ce n'était pas non plus la méga star de l'époque. La star soviétique à cette époque-là, c'était plutôt Blokin, qui lui aussi a gagné le Ballon d'Or d'ailleurs. Mais c'était un très bon joueur, offensif, rapide, technique, qui a su marquer les esprits au bon moment. Le furet soviétique, on l'appelait. On a quand même connu plus classe comme surnom. Bref, ce n'était peut-être pas le plus fort, mais 1986, c'était sa saison. Il fait le doublé championnat du RSS et Coupe des Coupes en battant l'Atlético en finale. Il profite aussi de la Coupe du Monde pour se faire remarquer avec 4 buts et 5 passes décisives, et notamment ce triplé mythique contre la Belgique du grand Jean-Marie Pfaff. Bon, ça n'aura malheureusement pas suffi à qualifier l'URSS en quart de finale de ce mondial, mais ça aura suffisamment marqué les esprits du jury du Ballon d'Or. Il avait les stats, il avait les titres, et surtout, Maradona n'était pas éligible. À cette époque-là, les Sud-Américains ne pouvaient pas prétendre au Ballon d'Or. Alors on a récompensé Belanov
par défaut. On en a fait le symbole du grand Dynamo Kiev de Lobanovski et on lui a décerné le Ballon d'Or alors qu'il n'avait même pas été élu meilleur joueur soviétique cette saison. Même Belanov le reconnaît que ce n'était pas forcément mérité et parle d'un malentendu agréable. Au moins le mec est bon joueur. Amigo, tant qu'on est là, pense bien à vérifier si t'as mis un pouce bleu et si t'es bien abonné à la chaîne. Très important pour me soutenir et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Joseph Masopust, le chevalier du football. Là de suite ça claque un petit peu plus niveau surnom. C'est autre chose que le furet soviétique. Pourtant, ses origines sont quand même assez éloignées de la noblesse. Masopust est un fils de mineur dans la Tchécoslovaquie communiste. Tu te doutes bien que pour son premier club, il n'a pas franchement eu le choix et il a dû jouer donc pour le club de la mine où travaillaient ses parents. À 19 ans, il se fait repérer par un club professionnel, le Vodotechna Teplice, mais au bout de 2 ans, le régime communiste le déclare comme bon pour le service militaire. Il est donc obligé d'intégrer le club de l'armée, le Dukla Prague, pour pouvoir continuer sa carrière, et il y fera quasiment l'intégralité de sa carrière d'ailleurs. Et c'est clairement grâce à Masopust que ce club va connaître ses meilleures années. À une époque où le championnat tchécoslovaque était particulièrement relevé, le Dukla Prague va gagner pas moins de 8 championnats grâce à son meneur de génie qui était Masopust. Masopust c'était un milieu de terrain défensif, offensif, dribbleur, passeur, buteur. Il savait absolument tout faire et le faisait avec une grande élégance. Si je devais faire une comparaison un peu foireuse avec des joueurs d'aujourd'hui, je dirais que ce serait du Iniesta dans le registre de jeu et du Pirlo dans la gestuelle. Ouais, j'abuse un peu, mais au moins tu vois bien de quoi je parle. Mais ce qui va lui permettre de gratter un Ballon d'Or en 1962, c'est ses performances en sélection. Avec Masopust, la Tchécoslovaquie crève l'écran à l'Euro 60 où il finit à la 3e place et surtout, il jouera une finale de Coupe du Monde et fera trembler le roi Pelé en finale. Bon, ils vont la perdre cette finale évidemment, mais ils avaient quand même marqué en premier, ils avaient fait douter ce grand Brésil avec un but de qui? Je te le donne en 1000, Joseph Masopust. Pero buscándola el resquicio, lo encontró. Masopust anotó el primer gol del partido. Et sur cette même saison, il faut rajouter également un titre de champion national, évidemment, mais aussi une place en quart de finale de Coupe des clubs champions, l'équivalent de la Ligue des champions d'aujourd'hui, et ça avec le Dukla Prague. Il ne faut pas l'oublier. Donc même si son nom était moins connu que les stars de l'époque, type Di Stefano ou Eusebio, le jury a voulu primer l'apport au collectif plutôt que les buts. Sa capacité à transcender, à faire surperformer un collectif par son intelligence de jeu. Alors là, tu te demandes, ouais, mais s'il était si fort que ça, pourquoi on l'a pas vu à Manchester ou au Real Madrid? Et c'est vrai, il aurait pu prétendre à ces clubs-là. Mais bon, d'une, les transferts étaient très limités à cette époque-là, et de deux, le régime communiste ne lui en a pas laissé l'opportunité, tout simplement. Le football était un outil de propagande formidable pour le régime communiste à cette époque-là. Il ne pouvait pas le laisser partir. Mais bon, ils sont sympas, ils l'ont quand même laissé partir à l'âge de 37 ans. Va te trouver un super club à cet âge-là. Du coup, il s'est retrouvé à signer en D2 belge au RWD Molenbeek. Bon, au moins il aura réussi à les refaire monter en D1, voilà, petit exploit, mais bon, c'est pas franchement à la hauteur de la légende qu'était Masopust quand même. Il est danois, il est génial, il est passé par le grand FC Barcelone et ce n'est pas Michael Laudrup. Et non, on va parler d'Allan Simonsen, Ballon d'Or en 1977. D'ailleurs, physiquement, il n'avait absolument rien à voir avec Laudrup Simonsen. C'était un attaquant petit, teigneux, mais aussi très bon dribbleur par contre. Un très grand soliste d'1m66. Des crochets courts, des courses en diagonale depuis une aile, des frappes toujours parfaitement placées, capable de jouer aussi bien ailier qu'avant-centre. Ça me rappelle quelqu'un. Simonsen, c'était un attaquant dont le talent crevait les yeux. À tout juste 19 ans, après seulement une saison dans le club de sa ville natale au Danemark, il s'est fait repérer par le Borussia Mönchengladbach, le grand Borussia Mönchengladbach. Pas celui d'aujourd'hui qui joue les outsiders en Bundesliga, non, celui-là se tapait chaque année avec le Bayern pour gratter des titres. Dès sa première saison, il gagne une Coupe d'Allemagne, il joue une finale de Coupe de l'UEFA qu'il perdra contre Liverpool, mais il se rattrapera en 75 avec un doublé championnat Coupe de l'UEFA, avec un doublé en finale contre Twente. Et malgré la présence de grandes stars dans ce Borussia Mönchengladbach, comme Jupp Heynckes ou Berti Vogts, tu te rappelles, Berti Le Terrier. Mais si, je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur les légendes oubliées. Si tu ne l'as pas vu, t'as le lien dans la description. Et ben même avec la présence de ces stars, c'était lui le numéro 1. 2 ans plus tard, il retrouve le grand Liverpool en finale,
mais de Ligue des Champions cette fois. Le grand Liverpool de Kevin Keegan, double ballon d'or, son plus grand rival, mais il perd une nouvelle fois. Mais ça ne l'empêchera pas de gagner le ballon d'or tant sa saison, hormis ça, était extraordinaire. Un peu comme ce but en finale. En 1979, il remporte une nouvelle fois la Coupe de l'UEFA, cette fois face à l'Étoile Rouge de Belgrade, et évidemment, qui marque le but victorieux au match retour. Dans la foulée, il signe à Barcelone pour remplacer la légende Niskens, parti aux États-Unis, mais malgré tout son talent, il ne va pas parfaitement s'y exprimer. Bon, il fait de très bonnes performances, il est très bon, d'ailleurs c'est là qu'il a obtenu ce surnom du El Pequeño Gran Danés, le petit grand danois. Pas trop fait chier non plus. Mais dans cette Espagne post-Franco encore assez tendue, il reçoit pas mal de menaces de mort qui l'empêchent de jouer certains matchs. C'était tellement chaud que pour un classico, ils ont préféré s'en passer. C'est dire. T'as même un de ses coéquipiers nommé Kini qui s'était fait enlever et séquestrer pendant presque un mois. C'est dire la bonne ambiance. Bref, passage un petit peu compliqué pour Simonsen au Barça, et en plus de ça, il y a un joueur qui va débarquer et qui va mettre fin à la relation entre le Barça et Simonsen, c'est Maradona. Les règlements de l'époque ne permettaient pas au club de garder plus de 2 joueurs étrangers. Il y avait déjà Bernd Schuster, Alan Simonsen, il fallait faire de la place pour Maradona. Et du coup, ils ont préféré se séparer de Simonsen. À ce jour, il est le seul joueur scandinave à avoir réussi à gagner le Ballon d'Or, et c'est plutôt cool de voir qu'on peut gagner le Ballon d'Or même en jouant pour une sélection un peu secondaire, surtout à cette époque-là. Ça peut donner un peu d'espoir à Robert Lewandowski. Bon, si je te parle d'une star hongroise aux alentours des années 60, j'imagine que tu penses immédiatement à Ferenc Puskás, la légende du Real Madrid. Et franchement, amigo, GG, c'est déjà très bien. Mais juste après Puskás, le grand nom du football hongrois, c'était Florian Albert, Ballon d'Or en 1967. Après une révolte populaire en 1956, la Hongrie soviétique est en quête d'un nouveau symbole d'unité nationale. Les grands noms Puskás, Zibor, Kocsis ayant préféré l'exil au char soviétique, le parti communiste hongrois se doit de se trouver une nouvelle figure de proue pour promouvoir ses idées à travers le football. Et à ce moment-là, en 1959, un jeune attaquant de Ferencváros commence à percer. Florian Albert, tu l'auras deviné. Pas le temps de niaiser, après seulement 2 matchs en équipe première, le voilà déjà sélectionné en équipe de Hongrie et propulsé au rang de star nationale. Bon après, c'était pas volé, le gamin, c'était un phénomène. Un attaquant assez atypique pour l'époque d'ailleurs, hein. Le genre d'attaquant que tu loues plus pour ses qualités de passeur, de vista, que pour son sens du but, un genre de Firmino avant l'heure. Bon après attention, hein, c'était aussi un excellent buteur, comme en atteste son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde 1962 et sa vingtaine de buts par saison en championnat. Mais il avait clairement un truc en plus. Grâce à Albert, le Ferencváros gagne 4 titres de champion et 3 Coupes de Hongrie, ainsi qu'une Coupe d'Europe en 1965, la Coupe d'Europe des villes de foire, j'adore ce nom, j'arrive pas à la prendre au sérieux, mais j'adore ce nom. Mais bref. C'était un vrai titre à l'époque et ça comptait. Et comme souvent avec les joueurs de l'Europe de l'Est, c'est avec ses performances en équipe nationale qui va réellement se faire remarquer par le très grand public. Ouais, ils n'avaient pas le streaming à l'époque, hein, c'était plus compliqué pour les matchs à l'étranger. Déjà, avec sa 3e place à l'Euro 64, avec notamment une très belle victoire 3-1 contre l'équipe de France en quart de finale, où il marque, bien évidemment. Mais c'est surtout à la Coupe du Monde 1966 que Florian Albert explose. Avec un match en particulier, un match que l'on considère encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux de l'histoire de cette compétition, Hongrie-Brésil. Et attention, hein, pas n'importe quel Brésil, le grand Brésil. Le Brésil de Pelé, Tostão, Garrincha, Gerson. Bon, Pelé était blessé pour ce match-là, ok, mais quand même, il y avait du très très lourd en face. Et pourtant, sur le terrain, ce jour-là, on ne voit que lui. Il ne marque pas, certes, mais il est à l'origine des 3 buts hongrois. Et surtout, il offre un récital technique incroyable face à l'empereur du Joga Bonito. Même le Brésil en tombe amoureux. Direct après ce match, Flamengo va lui offrir un séjour pour tenter de le recruter. Bon, évidemment, tu te doutes bien que le régime communiste ne l'a pas laissé signer ailleurs, mais il a quand même pu jouer 15 jours pour Flamengo et participer à un derby contre Vasco. Mais même avec tout ça, même après tous ces grands matchs, il n'a toujours pas gagné le Ballon d'Or. Il a dû attendre 1967 pour que justice soit faite. Pourtant, c'était clairement pas sa meilleure saison, hein. Il n'avait d'ailleurs gagné qu'un simple titre de champion national cette saison-là, mais le jury du Ballon d'Or avait décidé que cette saison-là, il fallait le récompenser pour l'ensemble de sa carrière. Et ça, c'est beau.
Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo histoire t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires combien de joueurs tu connaissais avant de voir cette vidéo. Je trouve ça toujours très intéressant de voir un petit peu quel est le niveau moyen de mon audience. Je trouve ça toujours assez passionnant. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Tu peux me retrouver plusieurs fois par semaine en live sur Twitch également. N'hésite pas, là aussi tu as le lien. Moi je te dis à samedi prochain 11h30. Ciao ciao.